Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Baptiste Thelot. Bonjour Jean-Baptiste Thelot. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés. Vous êtes directeur général d'ICTS France. ICTS France est spécialisé dans la sécurité, l'accueil et l'orientation des passagers dans les aéroports. On va en parler bien évidemment. Mais on va d'abord parler de vous, c'est le principe de l'émission. Jean-Baptiste Thelot, pourquoi avoir choisi Est-ce que c'était un choix d'ailleurs d'arriver dans ce domaine quel a été votre parcours dans la vie? Alors non, c'était pas un choix, c'était vraiment par opportunité. Je connaissais assez peu le monde de l'aéroportuaire, parce que l'ICTS France est très présent dans l'aéroportuaire, sur la sûreté aéroportuaire. 12 aéroports en France? On est dans 12 aéroports en France et après ICTS fait partie d'un groupe implanté dans 27 pays. Sofinor. Exactement. Alors ICTS Europe, qui fait partie du groupe Sofinor, on pourra en reparler après. Bien sûr. Alors non, parce que j'ai fait mes études d'abord d'ingénieur agronome. Donc vous voyez que c'est très très loin, donc ça ne me prédestinait pas à la sécurité et au monde de l'aéroportuaire. J'y suis arrivé par opportunité, principalement à l'occasion du rachat du groupe ICTS par notre groupe familial Sofinor, après avoir passé 8 ans dans le conseil en stratégie. Et j'y ai vu une occasion unique d'avoir cette aventure entrepreneuriale, de rentrer dans ce groupe ICTS de sûreté aéroportuaire, de mettre en application tout ce que j'avais appris pendant mes années de conseil en stratégie, et enfin de prendre les choses en main, de prendre mes propres décisions et de mettre tout ça en application. Donc je suis arrivé comme ça dans le monde aéroportuaire. Mais l'agronomie, c'était votre choix, l'agronomie finalement au départ? L'agronomie, c'était mon choix. Pourquoi l'agronomie? J'étais plutôt passionné par la matière scientifique, voilà. Et donc après une prépa, école d'ingénieur, voilà, j'arrive dans l'agronomie, j'ai fait mon stage en entreprise et je m'aperçois finalement que plus que l'agronomie, encore une fois, c'était vraiment l'entreprise, le monde de l'entreprise, comment piloter la performance, les hommes, embarquer dans un projet entrepreneurial. C'est ça qui m'a vraiment passionné. Voilà, et du coup, vous avez bifurqué par la suite. Et donc, du coup, j'ai bifurqué. Après, j'ai fait l'ESSEC en double admission, en admission parallèle, où je suis arrivé en 2e année à l'ESSEC. Donc, j'ai fait mes 2 ans à l'ESSEC, qui m'ont passionné aussi. Alors là, je suis parti complètement sur autre chose, puisque j'ai fait une spécialisation en finance. Voilà. Ouais, il faut suivre ses envies. Il faut suivre ses envies. Il faut suivre son instinct, il faut suivre ses envies, ça c'est clair. Je regrette rien de mon parcours. Quitte à changer de domaine comme vous l'avez fait. Exactement. Finalement, j'ai jamais vraiment travaillé dans l'agronomie ou l'agroalimentaire, qu'elle me prédestinait mes premières études. Mais on apprend de chaque expérience. Ouais. J'ai beaucoup appris de cette période-là. Ça m'a beaucoup intéressé et ça fait partie de qui je suis aujourd'hui. ICTS France, vous le disiez, entreprise familiale. Alors, cette question du choix, parce que vous êtes aussi forcément, vous êtes dans l'entreprise que votre père a fondée. Oui. Est-ce que c'est lourd à porter quand on est à la tête justement d'une entreprise familiale? Alors oui, forcément, c'est des droits et des devoirs. C'est sûr que ça offre des opportunités extraordinaires, surtout dans un groupe aussi grand et développé que celui qu'a fondé mon père. Donc ça offre des très belles opportunités. Mais après, on est particulièrement scruté, forcément, parce qu'on attend encore de nous, plus. Encore plus peut-être. Et donc c'est des droits et des devoirs, mais c'est sans aucun regret. Après, moi, c'est vrai que j'ai été plutôt préservé dans le sens où je suis arrivé dans une entreprise qu'on venait de racheter. Donc, qui n'était pas tant marqué que ça par l'histoire familiale. Voilà. Donc, j'ai pu y faire aussi créer plus facilement ma propre histoire et ma propre aventure. Ce qui est important, parce que le passage à témoin entre la première et la seconde génération, c'est toujours une étape délicate. Alors oui, surtout qu'on est en plein dedans, puisqu'à compter du 1er septembre, je reprends la présidence du groupe. Et mon père, après 50 ans d'entrepreneuriat et 50 ans à construire ce groupe magnifique, va prendre un peu le large, ce qui est compréhensible. Mais il va rester dans la gouvernance puisqu'il sera président du conseil de surveillance.
Donc je suis vraiment en première loge de celui qui va mener ce travail de préparer, de faire cette transmission à la seconde génération de manière très effective. Donc c'est une vraie volonté de mon père, donc ça se fait dans des très bonnes conditions. En plus, j'ai la chance d'avoir le soutien de tous mes frères et sœurs dans cette démarche-là. Ce que j'allais vous demander, vous avez des frères et sœurs? J'ai 4 frères et sœurs. Qui travaillent aussi dans le groupe. Voilà, une famille nombreuse dont la majorité travaille dans le groupe, puisqu'on est 4 en tout à travailler dans le groupe, chacun dans des divisions différentes. Et après, voilà un long processus de réflexion. Ça s'est fait avec le soutien de tous mes frères et sœurs, puisqu'on en a... Avant même que j'en parle avec mon père, ça s'est décidé avec mes frères et sœurs. Voilà. Bien, tout le monde était d'accord. Ça, c'est une vraie force. Bien sûr, d'avoir un alignement familial, c'est une vraie force. Bien sûr. Alors, ICTS France assure l'inspection de filtrage de l'ensemble des biens et des personnes qui accèdent aux avions. Ça représente un flux de combien de personnes par jour? C'est énorme. Oui, c'est considérable. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur un aéroport comme Roissy, Charles de Gaulle, c'est de l'ordre de 250 000 passagers sur les jours forts, 250 000 passagers par jour, qui passent sur l'ensemble des terminaux. Alors comment faire face à ce flux et comment pouvoir inspecter de façon optimale tout ce flux de personnes? C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. L'enjeu est énorme. Puisque déjà, il y a l'essor du transport aérien qui fait qu'il y a de plus en plus de passagers à traiter dans des infrastructures contraintes. Donc il faut combiner, être capable d'absorber ce flux passager dans les bonnes conditions, avec des exigences en hausse. Sécuritaire. En termes de sûreté. Les exigences sont évidemment en hausse, parce que la menace est en hausse, parce qu'elle se complexifie. Et donc il faut qu'on soit à la hauteur de ces enjeux-là, donc les contraintes augmentent, et avec des exigences en termes d'expérience passager de plus en plus fortes, bien évidemment. Et c'est légitime, les passagers veulent avoir une belle expérience en aéroport, c'est un enjeu très fort. Donc c'est sûr que de combiner ce triptyque sûreté, expérience passager et fluidité, bien évidemment, parce qu'il faut que le temps d'attente soit le plus faible possible, c'est un enjeu colossal, très fort, très important, c'est tout notre travail au quotidien. Du coup, la technologie aide beaucoup. L'intelligence artificielle, est-ce qu'elle est déjà intégrée dans les processus? Alors, elle est déjà intégrée, oui, même si elle va être encore plus intégrée dans les années à venir. On est encore au début de la démarche. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça fait déjà maintenant plus de 10 ans que 70% des bagages de soute, donc des bagages que vous enregistrez, sont automatiquement validés par la machine. C'est déjà une forme d'intelligence artificielle qui est en place depuis 10 ans, où la machine elle-même analyse les menaces et valide. Et c'est uniquement quand la machine a un doute qu'elle envoie un passager. En revanche, sur la partie humaine, enfin bagage cabine, on a encore 100% des bagages qui sont visionnés par des agents. C'est vrai. Et ça prend beaucoup de temps. Et c'est ce qui prend notamment pas mal de temps. Et c'est ce qui est d'ailleurs un enjeu, parce qu'un agent, en moyenne, il a 6-7 secondes pour analyser un bagage, qui est parfois avec des bagages très complexes, avec de plus en plus d'appareils électroniques, de choses comme ça. C'est une vraie gageure. L'intelligence artificielle dans les 5 ans à venir devrait nous permettre de beaucoup aider, de beaucoup assister les agents dans cette analyse. On a beaucoup parlé de l'essor des portiques automatiques. Pourtant, ça ne se déploie pas vraiment beaucoup en France, en tout cas. Alors, effectivement, les portiques, c'est ce qu'on appelle les body scans dans le jargon. Vous savez, c'est ces scans où on se positionne comme ça. Un souffle d'air. Et alors, pas forcément un souffle d'air, mais on a effectivement un mouvement autour qui permet de scanner de manière plus précise les passagers. Alors oui, il y a eu pas mal d'expérimentations. Il y avait des questions il y a quelques années encore de maturité de la technologie. Aujourd'hui, la technologie est mature et c'est en cours de déploiement. Et dans les années à venir, vous allez voir dans la plupart des aéroports des body scans un peu partout. Les temps vont se réduire. Alors, important aussi de recruter les bonnes personnes. Il faut, vous disiez, l'enjeu sécuritaire est très très important. Quelle est votre politique de recrutement? Comment faire en sorte que justement les agents puissent faire sereinement, puisque aussi c'est important qu'ils fassent leur travail sereinement, et comment vous les recrutez? Alors oui, le recrutement est essentiel dans nos métiers. Évidemment, notre principale richesse, c'est nos hommes et nos femmes qui constituent nos équipes, donc c'est essentiel, on y accorde beaucoup d'importance. D'autant plus qu'on est sur des bassins d'emploi sur lesquels il y a des grands besoins d'accompagnement. Puisque par exemple, si je prends encore une fois l'exemple de Roissy-Charles de Gaulle sur tout le nord de la région parisienne,
Donc on a des processus de recrutement très exigeants, hein, notamment par la sensibilité de notre métier aussi, de la sûreté aéroportuaire. Bien sûr, Hein, casier vierge, etc. Exactement, il y a des prérequis en termes de bonne morale, hein, je dirais, donc casier judiciaire vierge, etc. Mais aussi en termes d'aptitude à l'analyse écran, on mesure des tests et l'aptitude à la mesure écran, en termes d'attitude, de présentation, etc. Donc on doit combiner beaucoup d'attentes. Il y a autant d'hommes que de femmes Alors c'est la particularité de notre métier, hein, dans les métiers de la sécurité, qui sont quand même globalement plutôt masculins, mais ça tout le monde s'en doutera et l'observera au quotidien. La particularité dans la sûreté aéroportuaire, c'est par l'obligation de palpation, hein, puisque pour pouvoir lever le doute, il faut pouvoir palper les passagers. Il faut forcément, et donc on a une parité obligée. On a une parité obligée, donc on est toujours à quelques pourcents près à parité sur l'ensemble de nos opérations. Et c'est un domaine qui est financé uniquement par la taxe sur les passagers. Donc est-ce qu'elle est suffisante selon vous pour faire... C'est une question compliquée. Un gros sujet d'actualité. Bien sûr. Non, oui, effectivement, vous avez raison. Il faut le rappeler, la sûreté aéroportuaire, c'est une délégation de service public. Donc, qui est financée par une taxe prélevée sur les billets d'avion, qui fait partie de l'ensemble qu'on désigne comme étant les taxes aéroportuaires. Dedans, il y a la taxe sûreté. Aujourd'hui, et je le dis d'autant plus, jusqu'à hier, j'étais président du syndicat professionnel, donc je le dis d'autant plus en connaissance de cause. Non, il y a un problème de financement aujourd'hui de la sûreté aéroportuaire en France. Il y a un problème de financement. Aujourd'hui, la taxe n'est pas suffisante pour financer l'ambition qu'on a en termes de sûreté aéroportuaire. C'est un sujet sur lequel on sensibilise les pouvoirs politiques. Il y a des gros investissements à venir, hein, on y a fait allusion, l'intelligence artificielle, les body scans, on en a parlé, et bien évidemment toute la partie aussi, et là vous l'avez peut-être remarqué parfois en prenant l'avion, mais ce qu'on appelle les EDS cabines, c'est ces nouveaux appareils pour analyser les bagages. Ce sont des gros appareils qui permettent notamment de ne plus sortir les ordinateurs, les objets. Vous posez juste le bagage et il passe. Hein, parce que ça permet de visualiser le bagage en 3 dimensions. C'est des investissements très lourds dans les années à venir pour les aéroports, parce que ce sont les aéroports qui portent ces investissements. Voilà. Et donc il y a une vraie question, oui, d'équilibre de financement de la taxe aéroportuaire. Et je n'y ai pas fait allusion encore, mais très rapidement, il y a aussi le fait que les aéroports doivent porter le remboursement de la dette Covid. Pendant le Covid, il n'y avait plus de passagers, bien sûr, donc, il n'y avait plus de taxes, il n'y avait plus de financement, donc il y a une dette qui a été contractée pour continuer à financer les équipements et qui est remboursée depuis l'année dernière et sur les années à venir. Donc la combinaison de remboursement d'une dette passée, plus investissement lourd à venir, plus l'inflation des coûts sociaux, mais l'inflation est liée à l'inflation, fait que oui, il y a un problème de financement. On va passer à la question de nos partenaires à présent, si vous le voulez bien. Jean-Baptiste Tello, la question d'un étudiant de l'IFPAS, leader de la formation en assurance, juste après le jingle. La question d'un étudiant de l'IFPAS, c'est celle que vous avez choisie parmi plusieurs questions qui vous ont été proposées. Je suis diplômée cette année. Quel conseil me donneriez-vous pour bien débuter ma vie professionnelle ? Oui, donc j'ai trouvé la question séduisante et sans avoir la prétention d'avoir la réponse à tout, j'ai partagé moi mon expérience et mon vécu. Déjà, la première chose, c'est que je pense qu'il faut, et on en a un peu parlé tout à l'heure, mais il faut suivre ses envies. Oui. Il faut suivre ses envies, suivre ses aspirations. Parce que l'entreprise attendra des collaborateurs. De la même manière que les collaborateurs attendent beaucoup de l'entreprise attend aussi de ses futurs collaborateurs qu'ils soient engagés dans la transformation. Et donc pour ça, il faut suivre ses envies et ses aspirations. Un deuxième conseil que je donnerais, c'est qu'il faut que ces aspirations, ces attentes se matérialisent aussi dans les valeurs humaines. Il faut être curieux, il faut savoir être, je dirais aussi, être agréable, être attentif aux autres. Hein, parce que c'est ce qui favorise la coopération en entreprise. Et c'est ce qui poussera aussi les autres plus expérimentés à partager leur savoir-faire. Parce qu'il est important aussi au début de sa carrière professionnelle
d'avoir l'humilité, de reconnaître qu'on ne sait pas tout et que l'apprentissage continue pendant les premières années de la vie professionnelle. On n'a pas tout appris en école. Bien sûr, l'humilité c'est très important parce que c'est vrai que vous disiez, les jeunes recrues, en tout cas aujourd'hui, demandent beaucoup à l'entreprise. Est-ce qu'elles ne demandent pas trop parfois d'ailleurs? Par rapport aux générations précédentes. C'est un vaste sujet. Est-ce qu'on demande trop à l'entreprise? Est-ce que les parties prenantes, toutes autant qu'elles sont, c'est-à-dire les collaborateurs, c'est-à-dire aussi l'État, parfois demandent trop à l'entreprise? Oui, ça c'est vrai, c'est encore un autre débat. C'est un autre débat aussi. Mais je vais me concentrer sur la question initiale qui était les collaborateurs. Non, je ne pense pas. Alors ils demandent beaucoup, oui. Mais c'est ça aussi qui sont des facteurs de changement. Voilà, ça porte aussi l'entreprise finalement. C'est ce qui nous pousse, c'est ce qui pousse aussi les entreprises à se remettre en question, dans leur méthode managériale, à se remettre en question dans leur politique RSE. Donc c'est ça, c'est bon. Donc c'est bénéfique. Il faut continuer. Après, il faut juste qu'effectivement, il y ait un peu une symétrie des attentions. Absolument. Et qu'effectivement, les collaborateurs aussi de leur côté apprennent et n'arrivent pas enfermés dans certaines convictions, mais aussi l'humilité aussi d'apprendre de l'expérience, d'apprendre de la réalité du terrain et l'opérationnel. Voilà. Et puis je donnerai un dernier conseil, accepter le fait que le job parfait n'existe pas. En tout cas, pas du premier coup. Voilà. Et surtout retenir que toute expérience est bonne à prendre. Et être curieux puisqu'on peut en découvrir d'autres, c'était votre cas en tout cas. Tout à fait. Merci beaucoup. La question de Toscaloop, à présent l'accélérateur de stratégie sociale. La question de Toscaloop, c'est celle-ci. Quelle place vous donnez à l'inclusion et à la diversité dans votre stratégie? On en a parlé un petit peu, mais en matière de... On en a parlé un petit peu, juste pour ajouter un petit peu, oui, c'est essentiel dans nos métiers. Alors déjà, de toute façon, l'inclusion et la diversité sont des impératifs maintenant, aujourd'hui, on parlait des attentes des jeunes générations, mais même de manière générale, c'est un impératif. Nous, on fait le choix aussi d'en faire un vrai levier de performance. C'est évidemment lié. C'est un levier de performance. De manière générale, c'est un levier de performance. Ça paraît assez évident, je pense, dans nos métiers de service, où notre principale richesse, encore une fois, ce sont nos hommes et nos femmes. Et donc, évidemment, l'inclusion, la diversité amène une capacité d'adaptation, amène un regard différent qui est très important dans nos métiers. Alors, nous, ça se matérialise de beaucoup de manières. Déjà, je le disais, dans nos métiers, notamment dans la sûreté aéroportuaire, de par le bassin d'emploi, on est obligé de travailler sur l'inclusion et la diversité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on investit beaucoup dans la formation. Tous nos collaborateurs, on les intègre sans aucune formation de base. Départ, on les forme entièrement, on les accompagne, on les forme entièrement. En interne, on a notre propre centre de formation. Par ailleurs, on a beaucoup de dispositifs RH qui favorisent aussi cette inclusion et cette diversité, que ce soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a cette obligation aussi de la parité. Bien et sûr. donc on a beaucoup de dispositifs aussi pour favoriser l'emploi des femmes, notamment sur l'accompagnement, sur les maintiens de salaire, pendant la grossesse, enfin, etc. Sur beaucoup de différentes mesures RH. Enfin, on travaille aussi sur nos managers, parce que le changement dans l'entreprise, il y a aussi des managers. Bien sûr, il faut. Et donc sur la formation, la sensibilisation aux enjeux d'inclusion, et aussi pour casser les stéréotypes. Et puis on a également, excusez-moi, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on a aussi beaucoup agi au niveau du secteur d'activité. On a ICTS est cofondateur du fonds de dotation de la communauté aéroportuaire de Paris, qui vise à financer des initiatives en termes d'inclusion. Et on a aussi créé une association, une structure qui s'appelle AeroWork, qui favorise l'emploi dans l'aéroportuaire, justement en amenant des personnes éloignées de l'emploi vers les métiers de l'aéroportuaire, en faisant découvrir tous les métiers de l'aéroportuaire. Très bien, la question de l'hémicycle à présent. Ça va être à vous de questionner peut-être nos gouvernants, c'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire justement à nos gouvernants, comme si vous étiez à l'Assemblée nationale? Vous avez la parole, 1 à 2 minutes, face caméra, droit dans les yeux, c'est à vous. Eh bien, merci beaucoup de me donner la parole là-dessus. Alors, j'aborde encore ce sujet avec beaucoup d'humilité parce que je sais à quel point diriger, et encore plus un pays comme la France, est compliqué et challengeant. Mais s'il y avait un sujet sur lequel que je retiendrai en tant que dirigeant d'entreprise, c'est la formation de manière générale.
On met en France beaucoup de moyens sur la formation, considérables, que ce soit sur la formation scolaire, mais aussi la formation professionnelle. Et on voit malheureusement, notamment sur la formation scolaire, le déclassement progressif de la France. Il y a des actions à mener là-dessus qui doivent être très fortes et ambitieuses. Mais c'est également le cas sur la formation professionnelle. Sur la formation professionnelle, il y a, et on est bien placé pour le savoir, entreprises qui finançons en grande partie cette formation professionnelle. Il y a beaucoup de moyens. Je trouve qu'il est regrettable que cette formation ne soit pas suffisamment réorientée sur les vrais besoins des entreprises. Voilà. Moi, dans un monde idéal, je rêverais que tous ces moyens, qu'une bonne partie de ces moyens de la formation professionnelle soient redonnés aux entreprises pour financer elles-mêmes leurs propres initiatives de formation conformément à leurs besoins. Et c'est une entreprise comme la mienne qui le dit, qui a son propre centre de formation, qui travaille beaucoup sur l'inclusion, sur la formation, sur aller chercher les collaborateurs, les futurs collaborateurs loin de l'emploi. Donc voilà. Si j'avais un sujet à retenir, ce serait celui-là. Merci beaucoup Jean-Baptiste Othello. Merci pour ce message qui sera entendu, j'en suis sûre. Merci à vous pour votre fidélité à notre émission. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.